Le monde, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est né des cendres d'une collision spectaculaire avec un tueur venu de l'espace. C'est l'un des grands mystères de la planète Terre. Des inondations aux incendies, de la famine aux fratricides. Les catastrophes s'abattent sur elle, les unes après les autres. La classe dominante sera bientôt éradiquée et les petits mammifères, autrefois des proies vulnérables, auront pour mission de fonder une dynastie nouvelle. Voici le récit des derniers jours des dinosaures. Ce monde-ci a toujours été, est et sera feu éternel. Héraclite, 6e siècle avant Jésus-Christ. Il y a 65 millions d'années, la Terre a été percutée de plein fouet par un astéroïde de 10 km de diamètre dans l'actuelle péninsule du Yucatan au large du Mexique. « 20 millions de mégatonnes d'énergie ont été libérées, ébranlant la planète, formant des raz de marée géants, déversant sur la surface du globe une pluie de météorites. Et cela en seulement 24 heures. L'impact n'a pas tué tous les animaux le premier jour, mais il a semé les graines responsables de leur disparition, un peu comme dans un champ de mines. Pendant un an, des animaux chaque jour plus nombreux vont marcher sur ces mines et mourir des conséquences de la chaleur, des pluies acides, de l'obscurité, de la famine, de la maladie, et j'en passe. Les 12 prochains mois verront la chute d'une dynastie et l'avènement de nouveaux souverains. 24 heures se sont écoulées, mais le déclin de 165 millions d'années de règne ne fait que commencer. Deuxième jour. Vue de l'espace, la Terre ressemble à une étrange planète jonchée de débris qui mettront de longues années à disparaître. Aucun endroit du globe n'a été épargné. Des météorites brûlantes propulsées dans l'espace par la violence de l'impact retombent sur la planète, déclenchant une multitude d'incendies. La Terre se transforme en un brasier gigantesque et incontrôlable. Tout a pris feu. Des incendies se déclaraient partout. La planète entière se consumait et les animaux n'avaient nulle part où se cacher. Les troupeaux étaient dispersés et déboussolés. Ils n'avaient aucun moyen de fuir. Ils étaient aveuglés par la fumée. Beaucoup sont morts asphyxiés quand ils n'ont pas péri dans les flammes. Un niveau d'oxygène très élevé accélère la combustion et augmente la chaleur des flammes. La température du globe atteint des records. Par milliers, les dinosaures sont brûlés vifs. L'actuel continent américain est le plus touché, balayé par de gigantesques tempêtes de fumée et de flammes.
Le feu entraîne des problèmes bien spécifiques. Parce qu'il fait chaud d'un côté et froid de l'autre, l'air froid se jette dans les flammes et ce vent attise le foyer. Très vite, tout le continent s'est retrouvé en flammes. Sur le champ de bataille, quelques rescapés persévèrent. Dans l'actuel Alaska, notre lointain ancêtre, un petit mammifère appelé Purgatorius, s'aventure parmi les flammes. Cette petite bête est un protoprimate, l'ancêtre des primates d'aujourd'hui. À première vue, le Purgatorius ressemble à un petit rongeur. Mais ses dents sont plus proches de celles d'un homme que de celles d'un rat ou d'une souris. Les scientifiques pensent que le Purgatorius a contribué à la naissance des primates modernes. Il serait le cousin primitif des singes et donc des hommes. Il courait à quatre pattes. Il savait aussi grimper. Mais ce n'était pas un primate tel qu'on l'entend aujourd'hui. Pendant des millions d'années, le Purgatorius n'a été qu'une proie pour ses ennemis plus grands et plus puissants, les dinosaures. Survivra-t-il aux 12 prochains mois ? Au même moment, de l'autre côté du globe, dans l'actuelle Mongolie, la vie reprend son cours quasi normal. La terre a tremblé et quelques météorites sont tombées, mais la maigre végétation a empêché l'incendie de se propager. Ces créatures ne se doutent pas de ce qui les attend. Le Protocératops est seul maître en ces plaines arides. Le Protocératops est un cousin éloigné du célèbre Tricératops. Sa taille est estimée à 1,80 m de longueur pour un poids de 180 kg. Le Protocératops était un petit animal, de la taille d'un cochon ou d'une vache. Il devait être sociable. On a découvert des nids de bébés Protocératops côte à côte. Les adultes et les jeunes voyageaient par groupes entiers. Ces dinosaures possédaient donc déjà un instinct grégaire. Le Vélociraptor chasse parmi les troupeaux de Protocératops. Malgré sa taille modeste, environ 1 mètre de haut, c'est un prédateur redoutable. Son arme, une paire d'ergots dont il se sert pour lacérer sa proie. C'est le guépard de son temps, capable d'atteindre les 40 km/h. À ceci près que le Protocératops ne se laisse pas faire aussi facilement qu'une gazelle. On a découvert un célèbre fossile de Vélociraptor et de Protocératops en plein combat. L'ergot du Vélociraptor lacère l'estomac de son adversaire. De son côté, le Protocératops plante son bec dans une patte du Vélociraptor. Ils ont été surpris par une tempête de sable. Le Vélociraptor chasse le Protocératops depuis de nombreuses années. Mais un nouveau tueur pointe à l'horizon. Tandis que la planète continue de se consumer, l'actuelle Mongolie sera bientôt frappée par la catastrophe. Troisième jour. En Amérique du Nord, les incendies se sont enfin apaisés, laissant place à un paysage carbonisé. Le tyrannosaure, ancien seigneur de ces terres, cherche désespérément de la nourriture. Il est faible, malade et peine à se déplacer.
Le tyrannosaure était un gigantesque dinosaure. Il n'avait probablement pas beaucoup d'endroits où se réfugier. C'était un très gros mangeur et à mesure que ses proies disparaissaient, il ne trouvait plus rien pour se nourrir. L'impact a dû être particulièrement dévastateur pour cette espèce. Ce tyrannosaure affaibli repère un tricératops. Lorsqu'il régnait ici en maître, le tyrannosaure dévorait les tricératops par troupeaux entiers. Mais cette époque est révolue. Oubliant sa faiblesse, il commet une erreur fatale. Le sort s'acharne sur la planète Terre. Les cataclysmes se succèdent, chacun se nourrissant du précédent, sans une minute de répit. Des nuages voilent peu à peu le ciel, chargés de milliards de tonnes de cendres et d'éléments chimiques libérés par l'impact. Cette nouvelle catastrophe touchera les 4 coins du globe. L'extinction de masse ne fait que commencer. La mort, comme la vie, est un secret de la nature. Marc Aurèle, 2e siècle après Jésus-Christ. La mort est partout. Les rares survivants errent sans but dans un décor apocalyptique. Notre ancêtre, ce petit mammifère, va devoir se montrer fort s'il veut hériter de la Terre. Nous sommes toujours au 3e jour après l'impact. Un autre cataclysme s'abat sur la planète. Une nouvelle vague d'extermination menace les dinosaures. Le climat est dangereusement modifié par la fumée, la suie, les cendres et l'accumulation de substances toxiques. Parmi elles, du soufre, produit par la vaporisation de la roche pendant l'impact. En s'écrasant dans l'actuelle péninsule du Yucatan, la météorite a atterri sur un lit de gypse, un minéral riche en sulfate. Des millions de tonnes de cet élément caustique ont été libérées dans l'atmosphère en l'espace de quelques heures. Si on gratte un sédiment chargé de soufre, il se transforme en fines particules. Le soufre entre en contact avec l'eau dans l'atmosphère et après une succession de réactions chimiques, il se transforme en acide sulfurique. Le ciel est empoisonné. L'eau porteuse de vie n'apporte aujourd'hui que la souffrance et la mort. Suffisamment corrosive pour dissoudre la roche, cette pluie mortelle brûle la peau et les chairs. Sans refuge possible, les grands dinosaures souffrent un véritable martyre. C'est le cas d'un grand carnivore, le tarbosaure, un proche parent du tyrannosaure. Le tarbosaure mesure environ 12 mètres de long, soit un peu moins que le tyrannosaure. Ses mâchoires puissantes comptent une 60aine de crocs, aussi grands que des bananes. Les jours qui ont précédé la catastrophe, le tarbosaure arpentait tranquillement ces vastes plaines et vallées de l'actuelle Chine occidentale. Mais les choses ont changé. Les pluies acides torturent la bête agonisante. Elles le conduisent à l'extinction en seulement quelques jours.
Le tarbosaure disparu, ses anciennes proies devraient proliférer à loisir. Mais il n'en est rien. Le titanosaure, un genre de sauropode à long cou, est le dernier d'une longue lignée de dinosaures sur Terre. Les dinosaures à long cou, les sauropodes géants, étaient les plus grands animaux terrestres qui aient jamais existé. Pendant le Jurassique, ils étaient très nombreux. Le titanosaure se rencontre sur tous les continents. Certains spécimens mesurent plus de 30 mètres de long et pèsent 90 tonnes, soit 5 fois la taille d'un éléphant d'Afrique et 15 fois son poids. Ils se déplacent en groupe, toujours en quête de nourriture pour rassasier leur appétit gargantuesque. L'immense variété de plantes qui constituait l'alimentation des dinosaures a laissé des traces. Aux États-Unis, près de Rame, dans le Dakota du Nord, les sédiments laissés par une ancienne rivière ont permis de conserver un grand nombre de ces végétaux. J'en ai d'autres. C'est parfait. On les distingue très nettement sur cette coupe de roche. C'est l'assemblage le plus riche au monde actuellement. On y trouve 103 types de plantes différentes. Environ 85% d'entre elles sont éteintes. Les autres sont les ancêtres de végétaux comme le platane, le magnolia, le laurier et certains séquoias. Une analyse poussée permet de reconstituer la faune et la flore de cette zone inondable à la fin du Crétacé. Ces feuilles ont été attaquées par des insectes. On le voit très nettement ici. C'est vrai? Regardez ces petits trous. Ce sont des restes de feuilles grignotées par les insectes. Ils ont fait de sacrés dégâts. C'est la preuve qu'ils étaient encore assez robustes à cette époque. L'analyse de ces feuilles permet aux scientifiques d'en savoir plus sur la vie quotidienne des dinosaures. Les très grands spécimens de sauropodes ingéraient probablement plusieurs centaines de kilos de plantes par jour, ce qui signifie qu'ils devaient en évacuer tout autant. Si des troupeaux de dinosaures de 15 ou 20 tonnes produisaient des centaines de kilos d'excréments par jour, il devait y avoir tout un univers de bousiers, de plantes, de champignons et de petits animaux qui se nourrissaient de cette matière brute. Le sauropode à long cou, qui était autrefois le dinosaure le mieux loti de la planète, est rongé vivant par les pluies acides. Comme beaucoup d'autres grands spécimens, il n'a nulle part où s'abriter. Ces pluies vont le conduire à l'extinction, peu de temps après son prédateur, le tarbosaure. Tout autour du globe, de redoutables phénomènes climatiques exterminent la population animale. Dans l'actuelle Amérique du Nord, d'abondantes pluies acides sculptent de nouveaux paysages. Avant l'extinction, on avait une magnifique plaine côtière à la végétation luxuriante. Après l'extinction, ces forêts ont disparu, noyées par des inondations gigantesques. Des milliers de kilomètres carrés sont inondés dans l'intérieur des terres, à l'ouest des États-Unis d'aujourd'hui. Mais tandis que les dinosaures sont exterminés les uns après les autres, les mammifères, autrefois vulnérables, font preuve d'extraordinaires ressources. Leur petite taille leur a permis d'échapper au cataclysme, car ils ont été capables de se réfugier en lieu sûr. De leur terrier protégé, ils entendent les cris des dinosaures impuissants. Un jour, peut-être, ils pourront s'aventurer à l'air libre. Mais pour l'instant, ils doivent se protéger des pluies acides. Quatrième jour. Les averses corrosives ont commencé à empoisonner le dernier bastion des géants, l'océan. Avant la chute de l'astéroïde, c'était un univers grouillant de vie qui abritait une grande variété d'animaux aquatiques.
Il y avait beaucoup d'espèces différentes de poissons. On entend souvent parler du plésiosaure, qui devait ressembler au monstre du Loch Ness. Il y avait aussi le mosasaure, qui était une sorte de lézard aquatique, très proche du dragon de Komodo ou du goanna, ce lézard australien carnivore. Le mosasaure devait être très massif. Les plus gros spécimens atteignaient sûrement les 14 mètres de long. Les mosasaures faisaient partie des reptiles marins qui régnaient sur les océans. Soudain, les pluies acides anéantissent leur royaume. Conjuguées aux cendres, elles assiègent les mers et chargent la surface de l'eau d'un dépôt toxique. Le plancton, qui constitue la base de la chaîne alimentaire, est littéralement dissous. Les ancêtres du calamar, les ammonites, sont également touchés. Une ammonite adulte peut peser plus d'1 tonne et possède une coquille de la taille d'une roue de tracteur. Les adultes qui vivent en eau profonde sont en grande partie épargnés. Mais les jeunes, qui passent les premières semaines de leur vie à flotter à la surface, sont décimés. L'avenir de l'espèce est menacé. À mon avis, les ammonites pondaient à la surface de l'eau parmi le plancton. Les petits naissaient dans les 5 cm de couche de surface et flottaient paisiblement avec leur petite loge à air jusqu'à ce que le monde s'écroule et que la surface de l'océan devienne acide et ronge leurs petites coquilles. Toutes les espèces qui élèvent leurs petits ici sont condamnées. Mais certaines trouvent le moyen de protéger leur progéniture. Les requins survivront au massacre. Ces créatures incroyablement résistantes ont survécu à plusieurs extinctions massives grâce à une méthode peu orthodoxe. On constate chez certains de ces vivipares un cannibalisme intra-utérin. Dans le ventre de leur mère, les embryons se dévorent entre eux, assurant ainsi la survie du plus fort. Cette illustration violente du principe darwinien de la sélection naturelle leur a permis de survivre plus de 400 millions d'années, alors que de nombreuses espèces se sont éteintes. 5e jour. Tandis que les rares survivants cherchent désespérément à se protéger du déluge de pluie acide, une autre catastrophe se profile. De grandes quantités de particules se déplacent dans l'atmosphère, gagnant les 4 coins du globe. Bientôt, la Terre sera plongée dans l'obscurité la plus totale. Et cette fois, le coup porté pourrait bien être fatal. L'obscurité universelle recouvre tout. Alexander Pope, 1740. Notre planète est plongée dans le chaos. Depuis 7 jours, le feu et les pluies acides ont presque éradiqué toute trace de vie. Mais le pire est à venir. En entrant en collision avec la Terre, la météorite a propulsé dans l'atmosphère une quantité phénoménale de débris, auxquels sont venus s'ajouter la fumée, la suie et la poussière générées par les incendies. Les vents ont ensuite répandu les cendres tout autour du globe, masquant peu à peu la lumière du soleil. La Terre est plongée dans l'obscurité. On ne sait pas exactement combien de temps a duré ce phénomène. Mais on en a quand même une petite idée, en comparant les catégories de plancton qui se sont éteintes et celles qui ont survécu. Le plancton qui a survécu est celui qui pouvait vivre dans l'obscurité pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Le plancton qui s'est éteint est celui qui avait besoin de lumière constante.
C'est la preuve que l'obscurité a été globale et totale, et qu'elle a duré relativement longtemps. On sait que les dinosaures étaient des animaux visuels. On sait qu'ils n'avaient pas très bon odorat. Mais on sait aussi que leur ouïe était relativement développée. Ils se déplaçaient donc au son et à la lumière. Et soudain, ils se sont retrouvés dans le noir. Pour les dinosaures, cette nouvelle réalité est terrifiante. Même en plein jour, l'obscurité est totale. Seuls les animaux dotés d'une vision nocturne ont une chance de survie. Dans l'actuelle province d'Alberta, au Canada, un tyrannosaure isolé erre en quête de nourriture. Il est affaibli par la faim et handicapé par une patte cassée. Mais l'obscurité lui confère un avantage de taille. Son excellent flair le mène jusqu'à sa proie, désormais sans défense. Le tyrannosaure flaire un troupeau de tricératops. Il fait si noir qu'ils ne voient même pas leurs pattes, et encore moins l'herbe à brouter. Les herbivores qui n'avaient pas de flair avaient beaucoup de mal à trouver à manger. S'ils heurtaient par hasard un buisson, tant mieux. Mais dans le cas contraire, ils ne mangeaient rien. Le tyrannosaure boiteux approche et attaque. Il dévore la chair fraîche avec appétit. Ce sera son dernier repas. Un animal blessé ne survit pas longtemps dans cet environnement. Deux mois ont passé et l'obscurité n'accorde aucun répit à la planète. Elle rend fou un grand nombre de dinosaures. Tous les animaux qui ont un cerveau peuvent devenir fous. Or, les dinosaures avaient un cerveau. On peut affirmer que les dinosaures étaient largement assez intelligents pour réagir, mémoriser et être affectés de façon permanente par l'obscurité. Cette fois encore, notre ancêtre semble le mieux équipé pour résister au cataclysme. À l'époque des dinosaures, les mammifères avaient évolué et étaient devenus des animaux nocturnes. Donc, une partie de leur cerveau et de leur sens leur permettait de se déplacer la nuit. Si l'impact a réellement entraîné une période d'obscurité prolongée, le Purgatorius et les autres mammifères qui ont survécu avaient nécessairement un avantage de taille. Tandis qu'une nuit interminable s'installe, la végétation épargnée par le feu succombe peu à peu à l'obscurité. Là où les dinosaures proliféraient, ils ne sont plus à présent qu'une poignée. Les 4 mois d'obscurité ont raison de la totalité des herbivores. Les dinosaures à bec de canard, les dinosaures à cornes comme le Tricératops et les sauropodes à long cou. Ces animaux mangeaient énormément. S'ils n'ont pas réussi à trouver suffisamment de nourriture en un laps de temps assez court, l'impact sur leur population a dû être colossal. Non seulement parce qu'ils étaient affaiblis et qu'ils mouraient de faim, mais aussi parce que leur taux de reproduction a été probablement très diminué. Ces créatures majestueuses qui régnaient sur le monde depuis plus de 150 millions d'années disparaissent pour toujours. Les fossiles sont tout ce qu'il reste de ces animaux extraordinaires.
Un squelette est enterré dans les Badlands, au Dakota, aux États-Unis. Le site se trouve à environ 15 mètres sous la couche de l'extinction KT, dans un bassin d'argile riche en dépôts laissés par l'inondation. Ça veut dire que le dinosaure est mort ici ou que son cadavre y a été charrié. On a trouvé des restes désarticulés d'un squelette. Ici, on a une côte qui vient du centre de la cage thoracique. Il faut plusieurs mois d'un travail parfois éreintant pour déterrer un squelette entier de dinosaure. Mais les efforts ne sont pas vains. Chaque fossile permet de mieux comprendre le passé et la place de l'homme dans l'histoire du monde. On dirait de la matière végétale. 4 mois après l'impact, le soleil commence enfin à darder ses rayons. Il dévoile un effroyable spectacle. Des paysages chaotiques, déformés, désolés. Alors que le monde est au plus mal, un nouveau cataclysme se prépare. Une vague de froid s'apprête à frapper. La vie sur Terre ne tient déjà plus qu'à un fil. Va-t-elle supporter cette nouvelle épreuve ? Le tyrannosaure est l'un des plus grands carnivores de l'histoire de la planète. Ses habitudes alimentaires ne ressemblent en rien à celles des animaux d'aujourd'hui. Mais comment les scientifiques en savent-ils si long sur ce qui constituait son alimentation ? Les os des autres dinosaures constituent une première source d'indices. Les paléontologues ont trouvé des traces de morsures de tyrannosaures chez des dinosaures à bec de canard et des dinosaures à cornes, comme le Triceratops. Mais la plus formidable mine d'informations est l'étude des coprolites, des excréments fossilisés. Ces coprolites nous en disent long sur la biologie du tyrannosaure, car on y trouve beaucoup d'éclats d'os, ainsi que des morceaux de muscles non digérés. Ce qui veut dire que le tyrannosaure mangeait les os et la chair, et que sa digestion était très rapide. Jour après jour, la science nous permet de mieux connaître la vie de ces créatures. Selon certains spécialistes, l'extinction du Crétacé a éradiqué 90% de la flore de notre planète. L'étendue des dégâts est inscrite dans cette couche d'argile constituée il y a 65 millions d'années à l'ouest des États-Unis. Ces rochers décrivent avec force et détail les séquelles de la catastrophe. La couche de l'extinction KT est juste ici. On a dégagé ce morceau de rocher. C'est de l'argile située juste au-dessus de la couche d'iridium. Regardez tous ces sillons qui sculptent la surface. Il y en a partout. On ne voit pas ça en dessous ni au-dessus. Ce sont des animaux qui meurent de faim. Ce sont sûrement des petits insectes qui rampent dans la terre à la recherche de quelque chose à manger. Et là, regardez, ça s'arrête. Donc, on a la vie, et soudain, tout un univers de mort. La tragédie ne s'arrête pas là. Les survivants aux abois sont confrontés à un nouveau tourment, le froid. Bien que le soleil brille désormais généreusement, des températures glaciales s'installent. La chaleur de l'impact a généré de grandes quantités de dioxyde de soufre. Ce gaz invisible laisse passer la lumière mais absorbe la chaleur, produisant un effet de serre inversé. Un hiver de glace envahit la planète. Six mois après l'impact, cette terre jadis chaude et luxuriante a tourné le dos à la vie.
Toutes les règles ont changé, les règles biologiques mais aussi géologiques. La fréquence des précipitations, les températures, tout a été chamboulé. De jour comme de nuit, les dinosaures n'ont aucune issue. On peut affirmer avec quasi-certitude que les dinosaures étaient capables d'endurer des températures plus basses que ce qu'on a d'abord cru. Ceux qui vivaient à proximité des pôles devaient souvent supporter des températures inférieures à 0 la nuit. Donc, si le froid a participé à leur extinction, c'est probablement que ce froid était bien supérieur à ce qu'ils avaient connu jusque-là. La Mongolie, verte et luxuriante avant la catastrophe, n'est plus qu'un immense paysage désolé, tapissé de neige acide et baigné par une lumière rose. Les vélociraptors n'ont nulle part où s'abriter du froid. Cette mer protège ses œufs, seul espoir pour la survie de l'espèce. Mais deux femelles affamées repèrent le butin et la menacent pour s'en emparer. L'instinct de survie est plus fort que tout. Elles auront l'estomac plein quelque temps, mais en tuant la génération à venir, elles ne font qu'accélérer la disparition de leur espèce. Sept mois après l'impact. Dans cet univers sans merci et réduit à néant, quelques rares espèces semblent destinées à survivre. Parmi elles, notre lointain ancêtre, le Purgatorius. Son terrier chaud et confortable isole ce petit mammifère du froid. Et quand il s'agit de se nourrir, le Purgatorius ne fait pas la fine bouche. Les mammifères étaient des charognards. Ils mangeaient tout et n'importe quoi. Ils n'avaient pas le choix s'ils voulaient survivre à la série de catastrophes qui a suivi l'impact. Si l'on veut établir une comparaison, l'animal actuel le plus proche des mammifères de l'époque est l'opossum. L'opossum n'est ni herbivore, ni insectivore, ni détritivore. C'est un animal qui mange tout ce qu'il trouve. C'est ainsi que le Purgatorius parvient à survivre quand la majeure partie des autres espèces s'éteignent. Neuf mois après l'impact, seule une poignée de dinosaures résiste encore. Les herbivores géants comme le Tricératops et les titanosaures se sont éteints depuis longtemps. Mais quelques carnivores, dont le tyrannosaure, ont réussi à subsister en se nourrissant de carcasses. Malheureusement, les sources de nourriture s'épuisent peu à peu. Ils n'auront bientôt plus d'autre choix que de se dévorer entre eux. Ce que la terre a donné, la terre le reprendra. Lucrèce, 1er siècle avant Jésus-Christ. Neuf mois après la chute d'une météorite sur la Terre, le règne des dinosaures touche à sa fin. Le vent a tourné. La dynastie des dinosaures est condamnée. Il faut envisager l'extinction non pas comme un événement qui se serait produit un jour donné, mais comme les séquelles d'un choc planétaire qui aurait duré des semaines, des mois, voire des années. Les espèces qui ont survécu ne sont pas celles qui sont sorties vivantes du premier jour, mais celles qui ont tenu jusqu'à la fin. Dans une ultime manifestation de désespoir, les survivants ont recours au fratricide.
Dans l'ouest des États-Unis actuels, les grands carnivores tels que le tyrannosaure n'ont plus rien à manger, hormis leurs congénères. Le cannibalisme creuse la tombe du tyrannosaure. En moins d'1 an, les réactions en chaîne réduisent cette formidable espèce à un unique survivant. Considérablement affaibli, il tient à peine sur ses pattes. Dans ce monde où règne la loi du plus fort, le tyrannosaure est en train de perdre la bataille. L'un des plus grands prédateurs de tous les temps est décimé par la famine. L'extinction représente bien plus que la fin d'une espèce qui existe depuis des milliers d'années. C'est la fin d'une espèce et de son avenir. Car ce n'est pas une seule espèce qui disparaît, mais celle à laquelle elle aurait donné naissance, qui elle-même aurait donné naissance à une autre espèce, et ainsi de suite. En 1 an seulement, la planète entière est pratiquement vidée de toute forme de vie. Tous les dinosaures sont morts. Et avec eux, les reptiles marins, tels que le mosasaure. L'océan n'est plus qu'un immense bassin vide, hormis quelques rares espèces de poissons et de requins. Les ptérosaures, ces reptiles volants, ont eux aussi disparu. Tous les animaux plus gros qu'un raton laveur ou un chien sont morts. Plus ils étaient petits, plus ils avaient de chance, mais même parmi les petits, c'était une loterie. Un mammifère sur 11 a survécu dans l'actuel Montana. C'est catastrophique. Imaginez que sur 11 hommes, 10 soient morts. Sauf qu'à l'échelle des dinosaures, qui sont tous morts, 1 sur 11, ce n'est pas si mal comparé à l'extinction totale. Presque 70% des espèces disparaissent de la surface de la Terre. Le nombre réel de victimes dépasse la compréhension humaine. Les cataclysmes ont décimé presque toutes les espèces. Celles qui ont survécu ont vu leur nombre chuter de plusieurs millions à quelques douzaines. Quelques douzaines de rescapés qui n'avaient plus que la peau sur les os. La Terre est en danger. Les survivants sont peut-être trop rares pour lui permettre de renaître de ses cendres. Un siècle après l'impact de la météorite, le cratère géant est désormais enfoui sous les eaux. Mais l'océan reste un univers sans vie. Les grands reptiles marins ont disparu. La plupart des poissons et du plancton aussi. Ce monde d'une richesse fabuleuse est devenu un désert biologique. Heureusement, les animaux terrestres ont plus de ressources. Sans prédateurs pour les décimer, les quelques survivants se multiplient rapidement.
Beaucoup de petits mammifères ont pointé leur nez car ils n'avaient plus aucune raison de se cacher. Il n'y avait plus de meute de droméosaures ni de petits tyrannosaures pour les chasser en permanence. Les tortues se sont enfouies en profondeur dans la boue, peut-être dès la première étincelle de l'astéroïde. Elles ont plongé au fond des mares, elles ont creusé, et certaines ont survécu. Même chose avec les crocodiles. Mais les animaux à sang chaud s'en sont moins bien sortis. Si on part du principe que les dinosaures étaient des animaux à sang chaud, ils avaient besoin de manger beaucoup et tout le temps. Donc, ils ne pouvaient pas hiberner correctement. Pour notre lointain ancêtre, le Purgatorius, un nouveau jour se lève. Ce charognard nocturne peut désormais s'aventurer sans crainte en plein jour. Lui qui servait jadis de proie aux dinosaures peut prendre sa revanche. Les plus faibles ont hérité de la planète. L'impact de la météorite a marqué le plus grand bouleversement que la planète ait jamais connu. C'est la preuve de l'importance des événements aléatoires dans l'histoire de l'univers. Certaines choses sont écrites et ne peuvent être évitées ni modifiées. D'autres frappent au hasard et sans prévenir. Les technologies modernes ne pourraient que peu de choses contre la collision d'une telle météorite. Un monde vieux de 165 millions d'années a déjà été balayé. Nul ne peut prétendre que l'humanité ne connaîtra pas un jour le même sort que les dinosaures.